Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Alors on va parler blockchain, on va parler métaverse, on va parler NFT. Et qui de mieux pour en parler que Frédéric Chenet, fondateur et PDG de Crypto Blockchain Industry. Une valeur donc qui compte sur Euronext Growth. Le mnémonique c'est ALCBI. Elle est éligible au PEA et PEA PME. Bonjour Frédéric. Bonjour. Voilà. Bonjour, bienvenue donc pour ce webinaire. Donc vous allez bien sûr nous présenter un petit peu l'historique de CBI, donc de Crypto Blockchain Industry, et puis aussi nous détailler un petit peu, nous donner des définitions, parce que je suppose que c'est un monde complètement nouveau pour pas mal de gens, sauf bien sûr les jeunes qui sont déjà en plein dedans, je pense. Mais il faut comprendre un petit peu ce qu'est une blockchain, ce qu'est le metaverse, ce que sont les NFT, ce que sont les avatars, ce que ça fait tout un tas de choses. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de questions tout au long de ce webinaire. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, je suis Frédéric Chenet. J'ai plutôt un profil investisseur, jeux vidéo, puisqu'en fait j'ai été aussi le propriétaire d'Atari. J'ai quitté la société il y a plus de 2 ans, parce qu'en fait je voulais me concentrer essentiellement sur les mondes virtuels. On verra ce qu'est un métaverse, et je crois qu'effectivement avoir cette présentation nous permet de bien évoquer la blockchain, les opportunités, mais aussi des dangers, mais en tout cas de mieux comprendre, je dirais, la partie technologique et l'opportunité qui se présente en tant qu'investissement. Le numéro 2 de la société s'appelle Jean-Marcel Nicolai. Ça fait à peu près 20 ans, enfin plus de 20 ans même qu'on travaille ensemble. Il a aussi travaillé avec moi dans pas mal de sociétés. En plus, il était patron de tous les studios Disney de jeux pendant près de 5 ans. Donc aussi plutôt lui celui qui connaît très très bien la partie des jeux. D'accord. Donc si vous voulez, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, juste pour parler, parce que vous avez mentionné CBI, pour parler de CBI en quelques chiffres, on a sorti les comptes au 31 mars 2023, comptes préliminaires ce matin. On est encore sur une phase de lancement, c'est le démarrage, je finance l'essentiel de la société. On a fait 5,3 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc une croissance de un peu plus de 20% par rapport à l'année dernière. Donc c'est vraiment le démarrage, puisque le monde va ouvrir plutôt au 4e trimestre 2023. Donc on est sur des accords de licence, des accords avec des partenaires. La profitabilité de 2,8 millions d'euros en résultat opérationnel courant. Et la capitalisation boursière est aux alentours de 150 millions d'euros aujourd'hui. La manière dont on fonctionne, je crois, est assez intéressante, puisque c'est un modèle qui combine à la fois de l'expertise en interne, quelques salariés, donc on est 15, principalement sur la technologie, la stratégie, les choses très importantes sur le long terme. Et en parallèle, on a des accords de très long terme avec des studios de développement qui sont en Amérique du Sud, qui sont en Inde, qui sont en Europe de l'Est. Et donc ce sont ces développeurs qui font le travail de fond, qui est de coder, de délivrer, mais toujours sur la base de nos spécifications. Donc c'est un modèle hybride qui nous permet en fait de nous associer avec les meilleures équipes le moment venu ou en fonction du projet. Et c'est ça qui fait un petit peu la flexibilité et l'originalité, on va dire, de la société. D'accord. Juste une petite question. Lors de votre introduction en bourse, donc j'ai regardé un petit peu les papiers. Donc le marché de la blockchain était estimé en 2020 autour de 3,8 milliards de dollars. Estimé en 2025 de 57,6. Ça a changé ces chiffres-là, ou comment est attendu du moins donc pour 2025 tout ce marché? Écoutez, de toute façon, les chiffres changent 24 heures sur 24, puisque notamment une des grandes particularités de tout ce qui est blockchain crypto, c'est que vous avez des marchés qui fonctionnent 24 heures sur 24. Aujourd'hui, en fait, indépendamment des chiffres, je crois qu'on est sur quelque chose qui est, en ce qui me concerne en tout cas, je trouve aussi important qu'Internet. Quand vous avez des sociétés comme LVMH. Donc je ne parle pas uniquement de sociétés de technologie, mais des sociétés grand public, luxe, qui investissent dans le domaine. On est sur quelque chose qui, je ne vais pas dire va révolutionner, mais en tout cas va bouleverser de façon très 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 forte la manière dont on fonctionne, la manière dont les sociétés fonctionnent, la manière dont les transactions économiques se déroulent. Donc je crois que c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui avec la blockchain, quel que soit le chiffre. Je crois que si vous placez en 2020, qui aurait pu prévoir, je dirais, la capitalisation boursière d'Amazon, je ne dis pas que y a une société qui va répliquer Amazon, mais on est sur des bouleversements structurels. Et c'est pour ça qu'en ce qui me concerne, le plus important, c'est de comprendre ce qui se passe et d'essayer d'en tirer opportunité. D'accord. Donc aujourd'hui, CBI, on a
On a à la fois un profil opérateur, Oui. c'est-à-dire qu'il y a des applications, donc notamment Alphaverse, c'est le monde virtuel que nous développons, qui est l'activité principale. Et on a aussi un deuxième rôle qui est d'investir. Alors ce rôle est pour l'instant moins important que le rôle opérateur, mais un rôle qui est d'investir dans des projets, plutôt avec des cofondateurs, de façon à nous permettre aussi de réduire le risque, d'avoir un portefeuille plus large et de aussi tirer parti d'échanges d'expériences avec des personnes qui ont une compétence donnée sur un domaine particulier. On n'est pas une plateforme d'échange. On n'est pas du tout Binance, Coinbase, on n'est pas là pour trader des cryptos. En fait, nous, on est vraiment opérateur et investisseur. D'accord. Donc deux rôles, et l'essentiel de l'investissement et l'essentiel de l'effort est sur le rôle d'opérateur aujourd'hui. D'accord. Alors justement, qu'entend-on par blockchain? Voilà. Donc, en fait, on peut essayer de résumer. Alors, vous verrez sur notre site, il y a une présentation où il y a une description, un résumé de la blockchain qui par définition est incomplète, puisque c'est impossible de résumer la blockchain sur juste une page. Non, mais en fait, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un registre central qui est mis à jour en temps réel avec un enregistrement de chaque transaction avant que la suivante ne soit enregistrée. Donc, c'est un registre, il est public, il est ouvert à tous, donc tout le monde peut savoir ce qui se passe, tout le monde peut voir les transactions qui passent. D'accord. Et avant qu'une transaction ne soit ajoutée, la précédente doit avoir été validée par un certain nombre d'ordinateurs. Donc, il n'y a pas une seule personne qui peut ajouter une transaction sur cette chaîne. C'est juste pas possible. Il faut que ce soit au moins, alors il y a différentes modalités de validation, mais un certain nombre d'ordinateurs. En tout cas, personne ne peut seul, je dirais, contrôler la chaîne, et c'est ça qui en fait sa force. Et surtout, ce qui en fait sa force, c'est qu'une fois que vous avez écrit une transaction, elle ne peut plus être effacée. Si vous avez fait une erreur, il faut la corriger, et donc il faut faire une autre transaction. Qu'entendez-vous par transaction, justement? Alors, pour faire simple, on va faire une analogie avec un transfert de Bitcoin. Ouais. Si vous avez quelqu'un a une Bitcoin, j'ai une Bitcoin dans un portefeuille, je veux en envoyer une fraction à une autre personne, à vous-même. Notre transaction va devoir être validée. Tous les ordinateurs, tout le registre va devoir être mis à jour, repartagé avec tous les ordinateurs avant que le prochain échange puisse avoir lieu. Donc c'est vraiment un bloc qui est inscrit, c'est de là dont vient le nom, un blockchain. C'est un bloc qui a été inscrit sur la chaîne, et une fois que ce bloc est inscrit, il y a un deuxième bloc ou un bloc suivant qui va pouvoir être inscrit. Donc en fait, on voit tout à fait les transactions. Alors évidemment, il ne faut pas un énorme niveau de technicité pour voir les transactions, mais c'est très intéressant puisque ça nous permet en fait véritablement de voir et d'avoir un registre en intégralité. Ah, le petit micro qui était tombé. D'avoir un registre qui est mis à jour et qui lui sert de preuve sur les opérations qui interviennent sur la blockchain. Alors si je reprends notre exemple, il n'y a personne qui peut venir entre deux justement pour prendre ce bloc. Il ne peut pas y avoir des hackers ou quelque chose. Non, généralement, là on rentre dans les domaines très très techniques, mais la partie hack, elle intervient plutôt sur des défauts de sécurité sur des portefeuilles qui détiennent des cryptos. C'est pas du tout sur l'inscription ou non d'une transaction sur la manière générale. Je résume. Oui, non, mais bien sûr. Il y en a peut-être là dans l'audience qui sont en train de sauter sur leur siège. On est sur quelque chose on est sur un exercice un peu de vulgarisation et de simplification. Allez. Bon, alors et le métaverse? Qu'est-ce que le métaverse? Donc, une fois qu'on a défini la blockchain, c'est vrai que les mondes virtuels existent déjà. Vous avez Second Life, vous avez même des jeux de zombies, des jeux de survie. Donc, le monde virtuel en tant que tel existait. On a vu des films là-dessus aussi. Il y a eu beaucoup de choses. L'originalité, en fait, du métaverse, c'est de combiner le monde virtuel et la blockchain. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un monde qui est développé d'ailleurs en utilisant les mêmes outils, les mêmes programmes que le développement des jeux traditionnels. Vous avez deux grands moteurs. Vous avez Unity, c'est celui qu'on utilise nous pour Alphaverse. Vous avez Unreal, ce sont les deux plus grands. Et ce qui se passe, le métaverse, c'est ce monde virtuel avec une couche de technologie blockchain. Et
Là, je vais prononcer un mot que beaucoup de gens ont dû entendre, et c'est sur cette couche blockchain en fait qu'on voit ou qu'on trouve ce qu'on appelle les NFT. Donc, ce sont ces petites cartes qui ont fait et qui feront encore beaucoup parler d'elles. Et donc c'est ça, cette combinaison, un monde virtuel en 3D. En 3 dimensions. Une petite vidéo tout à l'heure. Un monde virtuel en 3D, un jeu, un monde virtuel, une couche de technologie qui est invisible. Et alors que dans un jeu vidéo classique, vous pouvez faire une micro-transaction, acheter une carte, acheter un objet dans le jeu, vous allez rester dans ce jeu. L'utilisation de la blockchain vous permet en fait d'acheter non pas une carte traditionnelle, mais un NFT. Et là, vous avez quelque chose qui est sur la blockchain, qui est à vous, vous pouvez changer, que vous pouvez utiliser dans d'autres mondes. Et c'est ça qui fait toute l'originalité, toute la différence, tout du moins pour les jeux vidéo. Après, il y a d'autres applications du metaverse, mais sur la partie jeux vidéo, c'est ça qui est important. Alors, à quoi ils servent ces fameux NFT, du coup? Alors, en fait, ce qui est intéressant, je vais prendre l'analogie, par exemple, des cartes de football panique qu'on pouvait échanger il y a longtemps en version papier. Bien sûr. À l'époque, on achetait un paquet, on avait une carte, on pouvait simplement l'échanger autour de nous. La revendre. Voilà, mais en fait, on se doutait qu'elle était légitime puisqu'on achetait avec un paquet et une marque qui était dessus, mais on ne savait pas combien il y en avait. Donc la grande différence aujourd'hui, c'est que quand vous avez ces mêmes cartes sur la blockchain, vous savez qu'elles sont légitimes parce que vous les voyez dans le bon contrat, dans le bon fichier sur ce fameux registre de la blockchain. Vous savez combien il y en a, puisque vous pouvez les compter, enfin il y a des résumés qui sont faits pour vous. Mais surtout en plus elle est à vous et vous pouvez la transférer à n'importe qui dans le monde entier. Dès lors que vous avez accès à Internet, vous avez une place de marché. Et alors qu'avant on pouvait l'échanger avec quelqu'un à côté de nous. Là, aujourd'hui, vous avez un marché qui est mondial et qui est en 24 heures sur 24. Donc, c'est un des exemples. Il y en a d'autres, mais on voit bien la différence technologique, on voit bien l'intérêt aussi. Je dirais que cette technologie apporte dans la jouabilité et dans la partie un petit peu, ce qu'on dit entertainment en anglais, de l'expérience. Donc, c'est ça qui est intéressant avec ces NFT. Et c'est pour ça qu'il y a certainement eu des excès, soyons clairs. Mais on voit bien que ces NFT apportent beaucoup plus de jouabilité, apportent au niveau de l'expérience beaucoup plus, si vous voulez, est-ce que j'ai fait quelque chose est-ce que j'ai quelque chose de rare, pas rare. Oui, c'est ça. Donc c'est ça qui est assez marrant. C'est un peu marrant. comme les cartes Pokémon, il y en a qui valent beaucoup plus cher que d'autres. Donc je suppose que le cours, donc il y a un cours de ces NFT qui varie, et puisqu'en plus la quantité est limitée. Donc si on approche de la fin, du moins de la quantité totale, je suppose que le cours ou la valeur de ces NFT, non, je sais pas. Il y a un peu tout, il y a toutes les théories. Vous savez, avant tout, il y a le jeu. Après, la valeur, c'est une des conséquences. Je pense que même si le jeu aujourd'hui, l'activité jeu vidéo a une incidence économique très forte, un poids économique très fort, puisque notre industrie aujourd'hui a largement dépassé celle du cinéma. Faut pas le prendre non plus comme étant, je dirais, une tentative de gagner de l'argent. C'est avant tout, ça reste des jeux, mais vous avez effectivement de plus en plus d'opportunités dans ces jeux de délivrer certains types d'expériences. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors ensuite, une petite remarque, mais donc du coup, il faut une plateforme après c'est ça pour que... Alors oui, vous avez, ça c'est pas très dur. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de plateformes d'échange. C'est ça. Qui vous permettent en fait d'échanger, si vous voulez, ces fameuses cartes. Mais vraiment, la grande différence, si vous voulez, et je vais terminer là-dessus pour parler un peu plus d'Alphaverse, mais la grande différence, si vous voulez, entre un NFT et un jeu vidéo classique, c'est que dans le jeu vidéo classique, vous êtes dans le jeu vidéo, vous avez un objet, vous avez une carte, vous ne pouvez pas l'utiliser en dehors de ce jeu, c'est très spécifique. Dès lors qu'on parle de NFT, vous avez le même attrait, la même jouabilité, mais surtout le NFT vous appartient. Vous pouvez aujourd'hui créer des vêtements et vous pouvez, si vous avez créé ce vêtement dans un certain métaverse, vous pouvez demain l'utiliser dans un autre métaverse. Dès lors que les NFT sont interopérables, c'est ce qu'on fait tous. C'est ce qui permet en fait aujourd'hui d'avoir une sorte
j'allais dire de marché mondial, mais en tout cas de place mondiale pour utiliser ces NFT. On est sur des choses qui sont vraiment à très grande échelle. C'est ça qui en fait tout l'intérêt d'ailleurs. Et sinon, c'est à peu près dans quel secteur on les trouve le plus? Aujourd'hui, vous avez un peu tout. Vous avez jeux vidéo, vous avez musique, le luxe sport. aussi, oui. Alors, le luxe, vous avez effectivement... LVMH, je crois, oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui le faisait. C'est là où on revient sur aussi d'autres utilités de la blockchain, c'est-à-dire que dès lors que vous avez un registre central, validé, vous pouvez très bien imaginer que pour prouver la possession d'un objet, d'un sac, vous ayez, vous, la possession de l'objet digital. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a inversé, en fait, avec la blockchain, un petit peu le paradigme. Avant, vous aviez l'objet physique, donc vous étiez le propriétaire. Vous aviez la photo, donc vous en étiez le propriétaire. Il fallait aller chez le notaire, éventuellement. Voilà. Éventuellement, aller chez le notaire, ou je sais pas, ou dans un coin. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il faut avoir le fichier pour en être propriétaire. Vous ne pouvez pas rentrer, juste pour que les gens comprennent bien ce qui se passe. Ben oui. Je vais vous prendre l'exemple du football. Avant, il fallait le papier pour rentrer dans le stade. Aujourd'hui, vous pouvez vous présenter avec un papier au stade. Vous avez surtout plus de chances de rentrer si vous êtes avec un fichier physique qui vous montre que vous avez le billet. Donc, si vous voulez, vous avez une évolution qui est assez phénoménale là-dessus. Et c'est ça qui, en fait, crée beaucoup d'opportunités, je trouve. Donc, nous, si vous voulez, ce qu'on fait aujourd'hui à titre d'opérateur, c'est qu'on développe donc ce monde virtuel qui s'appelle Alphaverse. Alpha, numéro 1 en grec, et Alphaverse. Donc ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de faire, je dirais, de prendre une décision sur un type de monde, sur un type d'expérience, en fait, j'ai souhaité, avec Jean-Marcel, créer un monde qui soit ouvert et qui ait en fait une sorte de place centrale. Et de cette place centrale, vous pouvez vous connecter à différents univers. Et l'objectif, c'est un petit peu comme les chaînes les chaînes satellitaires. Vous avez un bouquet avec 100 chaînes, demain vous en avez 102, 103, 150. En fait, c'est exactement la même chose. On a un hub, une place centrale, et de ce hub, on connecte... Comme un aéroport. Comme un aéroport, et on connecte différents univers. Alors, ce qui nous amène, et ce qui nous offre aussi énormément de flexibilité, c'est-à-dire qu'on peut décider de développer un univers dans une certaine manière, avec des certaines couleurs, un certain type d'art. Pour l'univers d'à côté, on peut aller avec quelque chose de très différent. Ça peut être très lumineux, très jaune, très rose sur le premier. Ça peut être quelque chose de gothique sur un jeu vidéo dans le deuxième. Donc, ça nous donne beaucoup plus de flexibilité. Et ça nous permet aussi, et c'est ça qui est important, de pouvoir connecter les mondes qui sont développés par des tiers. On n'a pas vocation à tout faire. Vous avez des gens qui sont très talentueux. Et donc, en fait, on peut se raccrocher à ce... Voilà, on peut de la même manière utiliser cette plateforme comme un outil de distribution et donc se connecter. Donc, nous, moi, je prends plutôt l'analogie des chaînes satellites et je dis, voilà, on rajoute une chaîne supplémentaire. Pour nous, c'est un lien, une petite présentation et en fait, une connexion qui est très fluide entre les deux mondes. Mais c'est avant tout un monde donc, avec une plateforme centrale. Et ce qu'on veut faire... On a déjà fait tous les tests, puisque ça fait presque un an qu'on est en test. Ce qu'on veut surtout faire, c'est en faire un monde ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est free to play, donc il n'y a pas besoin de payer. Il faut télécharger l'application, mais c'est un monde qui est free to play. Si certaines personnes, au début, ne sont pas très confortables avec les cryptos, on permet un paiement avec une carte bancaire. Pas pour tout. Il y a des transactions qui doivent nécessairement être sur la blockchain. Mais en tout cas, si vous voulez, les premières transactions peuvent se faire avec des cartes bancaires. Et on a l'option aussi d'utiliser la crypto-monnaie. Donc, si vous voulez, on reste sur des mondes très ouverts, de façon à agréger un maximum d'utilisateurs. Parce que l'objectif, c'est d'être, je dirais, c'est plutôt le nombre de comptes, le nombre de personnes, le nombre d'utilisateurs qui est le plus important. Et si on utilise donc les crypto-devises, quelle crypto pour payer Alors, ce qui est assez intéressant... Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y en a... Non, il y en a beaucoup. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, donc, initialement, quand je dis initialement, c'était il y a 3 ans, on choisissait une sorte de chaîne, puisque vous avez différentes chaînes, vous avez différents fournisseurs, différentes technologies, même si ça reste de la blockchain. Vous avez Ethereum, vous avez Binance. Donc, en fait, ce qui était assez marrant, c'est qu'il y a 3 ans, on prenait une chaîne et on s'y tenait. Aujourd'hui, on est plutôt sur des approches de combiner, enfin d'offrir des mondes multi-chain. Donc, vous pouvez en fait, vous avez toujours, je reviens sur mon analogie, vous avez le monde
virtuelle, 3D. Vous avez possibilité d'utiliser la blockchain de Binance, nous on l'a, et vous pouvez ensuite utiliser d'autres chaînes. Simplement, ça nous permet d'avoir une audience plus large, et chaque chaîne fonctionne avec une crypto-devise spécifique, si c'est BNB. Alors on a aussi nos propres tokens, ce qui nous permet d'avoir plus de flexibilité. Donc ça, je vais y revenir dans quelques minutes. Mais fondamentalement, on est vraiment sur quelque chose le plus ouvert possible, le plus général possible, avec système de NFT, communication fluide entre les mondes. Je passe d'un univers à un autre avec le même compte. Je n'ai pas besoin de changer les mots de passe. Et effectivement, une très grande flexibilité aussi dans le développement. Juste une petite question qui vient d'arriver là. Les wallets, qu'est-ce qu'on entend par le mot wallet? Parce qu'on en entend partout, on le voit partout, les wallets. Alors, est-ce que vous pouvez juste schématiser, voilà, c'est avec des mots simples, que signifie le mot wallet? Okay. En fait, je vais remonter d'un cran. Pour faire fonctionner la blockchain, donc pour transférer une information à un autre, on est obligé de les valider. Il y a des transactions aussi financières qui interviennent. On ne peut pas utiliser les monnaies traditionnelles. On ne peut pas utiliser l'euro, on ne peut pas utiliser le dollar. Pourquoi? Parce que ces devises ne sont pas intégrées dans la chaîne. Deuxièmement, parce que, comme je l'ai dit, il faut qu'une transaction soit validée avant qu'une autre transaction puisse intervenir. Et donc, vous ne pouvez pas attendre qu'il y ait un virement bancaire qui soit validé, puisqu'il va prendre minimum 2, 3, 4 heures, même si vous le faites dans la journée, sans parler que si c'est un virement international, vous en avez pour 72 heures, donc c'est totalement incompatible. Donc technologiquement, c'est incompatible. Dans l'esprit aussi, c'est incompatible parce qu'on serait toujours en retard. Et puis le troisième élément, qui est la plus aussi philosophique, c'est si on accepte les devises traditionnelles, les fiat, les fiatés, comme on les appelle, les devises fiat, ça veut dire qu'un banquier peut bloquer l'opération. Et comme personne ne doit être en mesure de bloquer l'opération, c'est juste donc totalement impossible d'utiliser les devises traditionnelles. Mais si je reviens sur le plan technologique, donc vous êtes aujourd'hui avec ce qu'on appelle des crypto-devises. Donc chaque devise est représentée par, on va dire, un fichier, pour résumer de façon très, très simple. Effectivement, ces devises, vous ne pouvez pas les garder dans un compte bancaire traditionnel, parce que ce n'est pas fait pour ça. Et donc vous avez ce qu'on appelle des portefeuilles, des wallets. Vous en avez beaucoup, donc vous pouvez les télécharger sur un téléphone. Il y a un MetaMask, il y a un Engine, enfin il y en a toute une série. On vous demande on vous pose quelques questions, mais vous pouvez télécharger aujourd'hui ces wallets. Je vais faire un aparté parce que c'est quelque chose de très important. Ça veut dire aussi que je ne suis pas naïf, je ne suis pas en train de dire que la technologie va sauver le monde, loin de là, mais ça permet aussi quand même à des personnes qui aujourd'hui n'ont pas accès à des comptes bancaires, avec les crypto-wallets et les crypto-devises, de rentrer un peu dans une économie de crypto, puisque aujourd'hui vous avez à peu près 50% de la planète qui n'a pas accès à un compte bancaire, qui n'y aura jamais accès, puisqu'ils sont incapables de prouver leur adresse, ou ces personnes n'ont pas de pièce d'identité. Aujourd'hui, et nous on travaille maintenant avec le Congo, le Pakistan, plein de pays avec lesquels on ne pouvait pas travailler avant. Vous avez des gens qui aujourd'hui peuvent ouvrir un wallet en 2 minutes, et donc ces personnes peuvent recevoir des paiements qu'on peut leur faire, que ce soit en Bitcoin, en Ethereum. Ne vous inquiétez pas, derrière ils savent les échanger contre la monnaie locale. Ouais, voilà, c'est ça justement, parce qu'après il faut les mettre dans l'autre sens et puis il faut les dépenser. Voilà. Donc voilà, l'aparté est quand même très important, parce que ça montre aussi, je dirais, l'intérêt de cette technologie. Mais donc pour revenir sur les wallets, vous avez la nécessité d'avoir une crypto-devise pour faire fonctionner la blockchain. Bien sûr. Donc vous avez le projet blockchain qui est associé ou pas à une crypto-devise, et ensuite vous avez donc ces fameux portefeuilles qui vous permettent de détenir, d'échanger, d'envoyer, de conserver ces fameuses crypto-devises. Donc en fait, on peut bien sûr revendre son NFT par exemple quand on veut. Oui, bien sûr. Il faut trouver un acheteur. Oui, d'accord. Tout à fait. Donc si vous voulez, nous, par rapport à ça, on a dans ce monde donc plusieurs univers. Donc j'ai parlé du hub. L'univers le plus important après le hub, c'est celui qu'on est en train de développer sur le football. Je vais montrer une vidéo tout à l'heure. On a signé avec déjà beaucoup de clubs. On a signé avec le Real Betis, Real Sociedad, Sao Paulo. Donc j'ai encore une signature ce matin. Donc on est aujourd'hui aux alentours de plus de 10 clubs signés, plus de 50 qui sont en négociation. Mais on aura donc certains univers, football, jeux de roller coaster,
Chain Games, ce sont des jeux des mini-jeux qui vous permettent de tester vos habilités. Vous pariez un, je parie un, je vais gagner, le vainqueur part avec un 80, donc c'est des jeux d'adresse. On a aussi des mondes sur les fondations, sur l'art, sur la photo, sur la musique. Il y a toute une série de catégories assez larges. Et comme je l'ai indiqué, on est aussi donc en partenariat avec d'autres mondes qui vont être connectés à la place centrale. D'accord. Si je reviens juste 2 secondes sur le football, je pense que vous allez peut-être développer peut-être après tout à l'heure, mais sur le football, donc en fait, il y a un stade virtuel, c'est ça ? Alors, il y a un stade virtuel, on peut acheter, je sais pas moi, des sièges, on peut acheter, enfin pas acheter, mais au moins louer, enfin je sais pas, on peut participer à un match, on peut... Alors, et puis est-ce qu'après, à la rigueur, on peut avoir je sais pas, des récompenses, mais en nature, enfin en vrai ou pas ? Alors, tout à fait. Donc, je vais peut-être passer là une vidéo sur le monde, donc, d'ailleurs, ça vous permet de voir ce qu'est un métaverse. L'objectif, c'est quoi ? On a une île centrale sur le football, mais si je prends un club comme, on va dire, Real Betis, en fait, on va créer, vous en voyez des exemples, on crée en fait un environnement en 3D qui ressemble à Séville. Real Betis, c'est Séville. On réplique le stade, on réplique les centres d'entraînement, et en fait, toute l'activité dans ce monde virtuel 3D tourne à la fois sur des jeux, ou sur la connexion avec d'autres fans, de façon à voir tout ce qui se passe au niveau du club, de façon à être au courant des derniers éléments, mais aussi d'avoir accès à du contenu spécifique qui est apporté par le club. Et le fait d'être dans ce monde vous donne accès, notamment en achetant tel ou tel NFT, vous donne accès non seulement à des avantages dans le jeu, mais aussi à des avantages dans la vie réelle, puisqu'on a des accords officiels avec les clubs. Des places. Donc on a accès à des places, accès à des maillots, accès en fait à plein de choses. Des ventes privées. Des ventes privées, à plein d'expériences que personne aujourd'hui ne peut avoir. Je dirais de façon assez immédiate, des rencontres virtuelles. Quand je dis des rencontres virtuelles, des rencontres en ligne avec joueurs, avec le coach. Donc tout ça, ça fait partie en fait des accords qu'on a avec les clubs, mais qui tournent autour d'un monde en 3D qui ressemble à la ville. Et en clair, l'objectif pour le club comme pour nous, c'est que les fans du club, de ce club-là, dès lors qu'ils se posent la question qu'est-ce qui se passe sur le club, vont dans ce monde. Et c'est vraiment un monde officiel. Pour les fans, et au-dessus de chacun de ces fan zones, comme on dit, vous avez en fait une île qui est, un environnement qui est dédié au football en général. On a aussi des accords avec des joueurs individuels, donc pas nécessairement des clubs. On a des places pour ces joueurs-là, donc l'objectif c'est vraiment d'avoir un monde en 3D le plus large possible sur le monde du football. D'accord. Et ça arrive là, fin de l'année. Ah oui, d'accord. Mais je crois qu'il y a une plateforme, d'ailleurs, c'est pas chez Lise, où il y a déjà des NFT, ou enfin, je sais pas, ou des trucs sur le PSG, Atlético Madrid, Barça. Chiliz est une des chaînes qui va être intégrée qu'on va intégrer nous aussi dans Football at Alphaverse. Chiliz a fait, nous on est en 3D, Chiliz est en 2D. Chiliz offre donc des tokens pour les fans. Pour chacun des fans, donc pour faire effectivement pour voter sur tel et tel sujet. Donc ce sont des tokens qu'on appelle de gouvernance qui permettent aux fans de participer à certaines décisions. On est très complémentaires de Chiliz, donc il va y avoir il y a différents projets là qui sont en cours sur lesquels on va aussi faire des annonces très prochainement. Et pour le club, l'intérêt principal, c'est quoi ? C'est l'augmentation des ventes de produits dérivés, c'est la fidélisation peut-être ou changement de clientèle, en faisant venir peut-être les plus jeunes, enfin je sais pas. Alors pour les clubs, il y a toute une série d'avantages, chacun a sa propre stratégie, mais fondamentalement, c'est d'abord être présent dans les mondes en 3D. Je crois que sur le long terme, c'est une bonne décision. Engager avec les générations certainement plus jeunes de fans, engager ou avoir un niveau de relation plus proche avec les fans du club qui ne sont pas dans la ville. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, je vous parle que ce soit en France, en Espagne, en Italie, en Argentine, vous avez, par exemple, si vous prenez l'AS Roma, il y a une énorme communauté de fans, non seulement à New York, mais aussi au Japon. Donc en fait, ces outils leur permettent d'avoir un relationnel beaucoup plus proche avec les fans et d'échanger. Et puis après, il y a effectivement tout l'aspect gamification. On sait aujourd'hui que, si vous voulez, les jeux vidéo, même, surtout lorsqu'ils sont intégrés dans d'autres types d'expériences, apportent en fait un meilleur taux de rétention, les gens restent plus longtemps. Donc c'est je dirais
toutes ces raisons qui expliquent que les clubs ont envie de faire ça. Et surtout, ils ont des tonnes de contenu que personne ne voit. Donc aujourd'hui, si vous prenez un club, ils ont les matchs de toutes les équipes de jeunes, ils ont les matchs des équipes féminines, et aujourd'hui, tout ce contenu n'est absolument... Enfin, il est disponible, mais il reste principalement chez les clubs parce qu'ils ne savent pas. Les petits clubs ne peuvent pas, les gros clubs à la rigueur, mais les petits clubs, j'avoue... Donc là, dans le monde que vous avez vu, il y avait des panneaux, des écrans, et en fait, le club contrôlera ces panneaux et pourra diffuser le contenu, si c'est une interview, si c'est comment dirais-je, la caméra dans le tunnel, ou la caméra dans le tunnel avant le stade. Alors évidemment, il y a des droits qui ont été vendus. Voilà, on voit différents écrans là. Mais évidemment, on n'aura pas de match en direct puisque les droits, eux, ont été déjà vendus. Ils sont déjà vendus. Mais vous pouvez avoir des replays. On va avoir les replays. Dès lors que de toute façon, le contenu est sur YouTube ou Twitch, on peut le diffuser dans le monde. Et toute notre technologie est intégrée comme celle-ci, que ce soit autant pour le club que pour les fans. Un fan peut venir prendre une maison avec une télévision et télécharger, mais à condition de le mettre d'abord sur YouTube ou Twitch, parce qu'il y a beaucoup de contrôle et de filtres. Ouais, d'accord. Ils peuvent aussi organiser des compétitions internes ou comment ça se passe? Alors, on n'est pas un jeu de football en tant que tel, il y a des mini-jeux. Voilà, il y a beaucoup de mini-jeux. Récompenses qui vous donnent droit, tu parles, il y a des récompenses. NFT et des avantages. Enfin, les NFT qui, lui, représentent un avantage dans la vie réelle. Est-ce que c'est une visite spéciale du stade avec une des légendes du club? Enfin, il y a toute une série d'avantages qui nous sont donnés par les clubs. S'agissant du modèle économique que nous avons développé avec ces clubs de football, on est sur des accords long terme, des accords avec des licences officielles de ces clubs, un partage des revenus. Généralement, on paye de l'ordre de 20% au club. Donc nous, en ce qui nous concerne, on a deux séries de ventes. On a d'un côté ce que j'appelle des ventes non récurrentes. Effectivement, c'est si vous voulez avoir un siège dans le stade virtuel, vous pouvez avoir dans le monde virtuel, la place qui existe véritablement en réalité. La détention de cette place via des NFT, donc des collections de NFT, va vous donner accès à des avantages dans la vie réelle, les maillots, les places de stade réelles. Donc vous avez, si vous voulez, toute une série de ventes. Si vous voulez, par exemple, acheter on reproduit en 3D des statuts de joueurs. Vous pouvez, si vous êtes le grand fan de joueurs, avoir une petite plaque. Vous pouvez mettre votre nom, ce qu'on appelle le Walk of Fame. Ah, c'est ça. Walk of Fame, c'est... Un petit peu les étoiles que vous avez aussi à Hollywood avec pour les stars. Oui, okay. Donc moi, personnellement, j'ai déjà prévu d'en acheter quelques-unes en fonction de mon club ou de mon et mes clubs préférés. Donc vous avez, en fonction de différents scénarios, vous avez des niveaux de revenus qui sont de l'ordre de 3,7 millions, on va dire un peu moins de 4 millions par club sur les premières années. Et puis, deuxième série de ventes, les ventes récurrentes, donc ce qui va arriver chaque année. Là encore, chaque année, on va mettre à jour les photos, on va mettre à jour les maillots, de la même manière que les clubs de foot changent de maillot chaque année. On va donc nous aussi avoir les équipements digitaux, les maillots, les mini-jeux. Donc d'une manière récurrente, on devrait être aux alentours au-delà, si on prend un scénario moyen que vous voyez sur la présentation, un peu plus d'1 million d'euros. On espère que ce sera plus. On a aussi toute une série de moyens de monétisation avec des vidéos. Donc tous ces différents éléments font que pour l'instant on est sur des revenus un peu normalisés. On va avoir ça dans les 12 prochains mois. On a donc déjà signé beaucoup de clubs. On est en discussion avec près de 50 clubs. Donc c'est ça c'est important pour nous aussi d'avoir. On n'est pas des sponsors. On est véritablement des investisseurs économiques, des opérateurs, et chacun des partenariats avec un club, quel qu'il soit, doit avoir du sens au niveau évidemment de l'engagement, au niveau de la partie jouabilité et au niveau économique. C'est juste pour être bien précis, afin que tout le monde comprenne, au niveau de ces maillots par exemple, c'est juste un exemple, un maillot de foot qui sort cette année, ça va être à peu près 80 et quelques euros le maillot. Celui de l'année d'avant, 50 euros. Donc là, on pourra à peu près acheter la même chose, entre guillemets, mais virtuellement. Alors en digital. En digital, et ça coûtera donc du coup quelques euros, c'est ça. Et on est garanti d'être propriétaire du maillot. Alors aujourd'hui, vous aurez des maillots digitaux pour les avatars, les fameux avatars. On va pouvoir avoir des collections un petit peu générales, mais on peut aussi avoir, parce que c'est ce sur quoi on travaille, des collections digitales signées limitées, avec des joueurs spécifiques. Donc là, vous avez la propriété
du digital. D'accord. Que vous pouvez d'ailleurs rééchanger, revendre, emporter dans un autre jeu. Vous avez aussi la possibilité, donc ça on travaillera derrière ensuite avec les clubs, c'est du cas par cas. On organisera aussi peut-être des tombolas pour gagner le fameux maillot, lui, en physique, signé par le même joueur. Donc d'accord. C'est toute une série d'expériences au fur et à mesure, mais on n'est pas du tout sur 90 € ou 100 €. Non, là, c'est pour juste faire une comparaison avec le monde réel. Mais vous savez, il y a... Non, mais aussi la manière, si vous voulez, ce qui est intéressant d'ailleurs avec la blockchain, c'est que aujourd'hui, même nous, on évite de prendre position sur des prix de départ. Il nous suffit de faire une enchère. On voit très bien, on laisse comment dirais-je, les joueurs décider comment dirais-je, le prix qu'ils sont prêts à payer. Là, je parle au plan économique. Il faut avant tout, à la base, avoir un jeu intéressant, un monde intéressant, une expérience. Tout ça, c'est de la conséquence. À la base, c'est une très bonne expérience qu'il faut avoir, de façon à ce que les joueurs, les utilisateurs reviennent. Et d'abord, je rappelle, c'est un monde d'abord free-to-play. On est sur des microtransactions, ce sont des mondes free-to-play. Ce qui est important, c'est d'avoir la meilleure expérience possible, être sûr que les joueurs reviennent. Et puis après, la partie économique, je dirais, là encore, n'est qu'une conséquence. Passons un petit peu donc, aux données financières. Donc on a, ce vendredi matin, donc 23 juin, nous avons sorti nos comptes préliminaires, consolidés, donc pour l'exercice clos le 31 mars 2023, parce qu'on est sur un exercice, comme l'industrie du jeu vidéo, du 1er avril au 31 mars. Donc les chiffres clés, vous les verrez, sont résumés dans la présentation que vous trouverez sur le site web. Donc un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'euros, un résultat opérationnel courant de 2,8 millions. On a aussi indiqué, là encore tous les chiffres sont sur la partie investisseur de notre site web, mais on a décidé de mettre un petit peu en évidence le portefeuille de crypto qu'on avait, qui est de l'ordre de 2 400 000 €. Sachant qu'on n'a pas du tout valorisé les tokens, les jetons que nous avons créés, donc notamment le cristal ou le FAV. On les valorisera le jour où ils seront cotés, donc c'est dans quelques mois. Je pense qu'effectivement, c'est un élément important aussi pour apprécier les actifs comptables de la société, d'avoir une valorisation de ces éléments d'actifs. Donc là, c'est une question je dirais de quelques semaines ou mois avant qu'on puisse mettre une valeur sur ces actifs. Donc les chiffres clés, là encore, la société est cotée, donc les comptes 31 mars 2021, 31 mars 2022, certifiés, audités, sont sur le site web de la société, et on va rajouter fin juillet les rapports au titre de l'exercice clos le 31 mars 2023. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut parler un petit peu du coup des perspectives pour la fin de l'année prochaine éventuellement, bien sûr sans donner de tendance, tout ça, mais au moins de développement Je crois que pour les années 2023, 2024 et 2024-2025, on est en ce qui nous concerne sur, je dirais, un passage d'une société qui opère pour l'instant avec ses partenaires stratégiques à une société qui va avoir de plus en plus de comptes clients individuels. Donc c'est vraiment l'objectif qu'on a sur les 2 prochaines années. On commence cette année, en calendrier 2023, avec l'ouverture du hub, l'ouverture de la place centrale, l'ouverture du football, et on a ambition et pour perspective d'ouvrir de plus en plus de monde au fur et à mesure. Là, je reviens sur l'analogie avec les chaînes satellitaires. On va ajouter de plus en plus de chaînes sur ce monde, de plus en plus de connexions. Effectivement, on va travailler ensuite sur tout ce qui est roller coaster, musique, photo, donc des thèmes très généraux. Et je crois que c'est ça l'essentiel, je dirais, de notre attention. Les efforts et tous les investissements vont être dirigés sur ces 2 secteurs, ces priorités-là. Alors, juste avant peut-être de faire une petite conclusion, est-ce que vous pouvez encore préciser une nouvelle fois l'utilité du FAV, du token FAV? Ah oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, donc, comme je l'ai indiqué, c'est qu'on ne peut pas utiliser sur le long terme de monnaie traditionnelle. Donc on est obligé d'avoir ce qu'on appelle un jeton de fonctionnement. On va intégrer de toute façon les plus grandes crypto-devises. On va avoir la crypto-devise par exemple de Binance dans le monde. Mais c'est intéressant pour nous d'avoir un jeton, notre propre jeton, puisque ça nous permet en fait de créer un instrument de fidélisation qui permet par exemple, si quelqu'un vient dans le monde du football, nous apporte du contenu, apporte une vidéo, écrit des articles, on va pouvoir, si vous voulez,
compenser cette personne en lui donnant quelques points de fidélité, on va dire, ces fameux jetons. Mais ces points de fidélité sont en fait aussi utiles pour acheter un NFT que peut l'être une autre crypto-devise. Donc on est véritablement sur, comment dirais-je, un écosystème interne à ce jeu vidéo, de la même manière qu'on vous avez si vous prenez un jeu vidéo classique, vous pouvez acheter entre guillemets de l'or pour jouer à ce jeu. Bon, on est exactement sur le même concept. La différence étant que notre token est sur la blockchain pour lui permettre, je dirais, une circulation plus facile, aussi une transparence plus grande, puisqu'on voit très bien combien il y a de tokens, qui les a, et ce qui se passe avec ces tokens. Donc c'est là encore, par exemple, si vous prenez cet exemple, quand vous êtes sur un jeu vidéo classique, vous pouvez acheter de l'or, entre guillemets, pour construire, pour avancer un peu plus vite. Mais vous ne savez pas combien il y en a. Là, aujourd'hui, vous avez en fait la possibilité d'acheter de prendre ce token FAB, on peut vous en donner, et vous pouvez l'utiliser, mais là aussi, vous pouvez le rééchanger avec d'autres personnes, ce qui est généralement peu le cas aujourd'hui dans les jeux vidéo. Donc, on voit bien l'intérêt de la blockchain. Et je suppose qu'on l'achètera au cours auquel tu cotes. On est là encore, c'est sauf pour ceux qui sont donnés. Mais sûr, sinon, l'aspect valorisation, en fait, là encore, c'est une conséquence. Mais on a effectivement un marché entre guillemets, en tout cas une transparence de plus en plus grande grâce à la blockchain. D'accord. Voilà. Bon, ben écoutez, je vois qu'on arrive un petit peu au terme de ce webinaire. Est-ce que vous avez quelques mots à rajouter sur CBI, sur le métaverse, la blockchain? Oui. On n'a pas trop parlé d'avatar, mais je pense que le petit personnage comme tout à l'heure, c'est un avatar. Enfin, oui, tout à fait, c'est un avatar. Non, mais je crois qu'au-delà de CBI, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe sur la blockchain. On est véritablement, je l'ai dit en début, j'aime pas utiliser le mot révolution, en tout cas je dis un changement très important. Je pense pour moi c'est aussi important qu'Internet. Donc à partir de ce moment-là, et moi je suis aussi un investisseur à titre, comment dirais-je, personnel, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe, pourquoi on en parle, à quoi ça peut être utile, de quelle manière ça peut aujourd'hui changer, consolider ou inverser des tendances. On est quand même dans une situation où vous avez de très grands groupes, comme on le disait dans le luxe, Gucci, qui regardent et qui utilisent ce système. Donc on est véritablement sur, en fait, à mon avis, quelque chose qui va se retrouver dans toutes les applications aujourd'hui d'ici 5 à 10 ans, si ce n'est pas plus tôt. Donc c'est quand même intéressant au plan de l'investissement de voir ce qui se passe. Alors, en ce qui nous concerne CBI, c'est vrai que nous, on est plutôt un pur acteur de la blockchain. On fait que ça. Ça, c'est quelque chose de très important. On a, deuxième point, cet investissement en tant qu'opérateur dans notre monde, Alphaverse. Et le fait de contrôler, je dirais, notre propre univers est très important, puisque ça va nous permettre de rajouter tel ou tel monde, ça nous permet d'être maître de notre propre destinée. Et surtout qu'on l'a construit de façon flexible, puisqu'on veut que ce soit un monde ouvert, où on va pouvoir connecter aussi des univers développés par des tiers, parce que là encore, on n'aura pas toute l'expertise, je dirais, en interne dans la société. Et donc ça, c'est intéressant. Puis, troisième chose, je dirais, les mondes virtuels, j'en ai déjà fait pas mal. Donc on a fait aussi pas mal de bêtises. On a eu beaucoup de, comment dirais-je, on a beaucoup appris. Donc ce qui est intéressant, c'est, en tout cas avec CBI, c'est qu'on a déjà quand même pas mal de bouteilles dans ces domaines. Et on est toujours en fait en train d'essayer de faire du mieux qu'on peut, compte tenu de l'expérience qu'on a, compte tenu de notre expertise, pour délivrer la meilleure expérience possible, la meilleure jouabilité pour nos utilisateurs. Donc en fait, c'est vrai qu'on a aussi pas mal de bouteilles dans ce domaine. C'est pas uniquement, je dirais, une connaissance technique apprise de telle ou telle manière. On a déjà lancé les tokens, déjà lancé des NFT, donc on a une très bonne connaissance quand même aussi de l'écosystème et des acteurs. Je crois que c'est plus important dans la blockchain, comme dans tous les thèmes nouveaux, c'est d'avancer en partenariat, de savoir ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, et quand on ne sait pas le faire, de s'associer avec des personnes qui peuvent nous apporter l'expertise. Et ça, je pense qu'on a aujourd'hui une bonne vision là-dessus. D'accord. On parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle. Oui. Donc je suppose que c'est dans votre métier, ça c'est... Oui, on l'aura. Pour les développeurs, pour des jeux qui s'autocontrôlent ou qui s'autodéveloppent ou... Là encore, je crois qu'on en est au tout début.
on est au tout début de l'intelligence artificielle, on voit déjà les conséquences que ça peut avoir ne serait-ce que de passer les examens. Mais sans qu'on n'est pas en train de parler uniquement de jeu, on est en train de parler d'application de la vie de tous les jours. Donc nous aussi, on va l'utiliser. Pour l'instant, on est plutôt sur l'expérience joueur, l'expérience utilisateur. Si vous voulez, la blockchain peut être utilisée, vous avez des gens qui vont investir dans le secteur en proposant et développant des infrastructures, d'autres sociétés qui vont plus travailler sur des outils, des portefeuilles. Nous, on est plutôt sur l'expérience utilisateur, la partie jeu. Vous en avez d'autres qui iront sur la finance. Donc, on va utiliser, nous, l'intelligence artificielle aussi dans notre domaine. Mais effectivement, l'intelligence artificielle, là, ça arrive, il y aura les ordinateurs de nouvelle génération qui vont arriver. Donc, il faut juste s'y préparer. En fait, aujourd'hui, vous avez une accélération de la technologie. Bien sûr. Donc, si on faisait peut-être autant de distance en 25 ans, il y a très longtemps, aujourd'hui, en 25 ans, en 5 ans, on avance très, 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 très vite. Donc, c'est exponentiel. Vous avez beaucoup de changements. Bon, écoutez, j'espère que tout le monde a été plus ou moins, on va dire, convaincu, a compris un petit peu ce monde de blockchain, de métaverse, de NFT. C'est vrai qu'il est peut-être tout nouveau pour beaucoup d'entre nous. Hein. Je peux m'inclure là-dedans. Donc je veux merci Frédéric. Merci. Donc Frédéric Chenet, fondateur et PDG de Crypto Blockchain Industry. Le mnémonique, je vous rappelle, c'est ALCBI. Cette valeur cote sur Euronext Growth. C'est une valeur éligible PEA et PEA-PME. Vous avez à l'écran le cours aujourd'hui qui monte de 4,60 dans un marché qui fait les tristes mines aussi bien à New York qu'à Paris. Voilà, merci beaucoup Frédéric et à une prochaine fois.